Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschênes pour une autre capsule d'en direct de l'univers social. Ça fait vraiment longtemps que je voulais vous jaser du document en histoire. Cette vidéo-là est un peu plus fleuve qu'à l'habitude. Je m'en excuse. C'est quand même pas écouter Jésus de Nazareth, mais quand même. Donc à peu près 10 minutes, mais je vous fais un état de la question. On revient un petit peu sur des constats qui ont déjà été faits pour déboucher sur un modèle de progression du travail documentaire qui pourrait être pensé, qui pourrait être réfléchi, puis qui pourrait être développé de la première à la quatrième secondaire. Je commence tout de suite avec un très vieux débat. Compétences ou connaissances, lequel vient en premier, lequel est le plus important. Catherine Diquette, en 2018, a fait passer à des élèves de troisième secondaire une épreuve de quatrième secondaire, on va dire une épreuve aménagée, mais n'en reste pas moins que les élèves n'avaient pas les connaissances nécessaires pour, en théorie, pour passer cette épreuve-là. Ils l'ont fait avec succès et le constat, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence significative. Donc, bref, ce que ça met en lumière, c'est que le rôle des apprentissages méthodologiques comme l'apprentissage des OI, puis l'apprentissage en fait des compétences, puis comment on les mobilise, ben, c'est très payant. Euh, puis si on n'a pas les connaissances, c'est encore plus payant. Donc ça va s'appuyer aussi sur le travail avec les documents. Je vous parle aussi des opérations intellectuelles parce que c'est à l'aide des documents qu'on mobilise nos connaissances, puis qu'on va répondre à des questions d'opérations intellectuelles. Il faut savoir qu'à la base, c'est un modèle qui sort un petit peu de la tête du ministère de l'Éducation, qui n'existait pas en tant que tel. Donc, Derry nous dit qu'il est vaguement inspiré des 6 concepts de la pensée historique. Donc, c'est un modèle, puis on le voit qu'il est perfectionné d'année en année. On change des comportements, on enlève des OI, on n'en rajoute pas, mais on change des appellations. On travaille aussi différentes formes de questions. C'est un work in progress hein, depuis plusieurs années. Donc, c'est un peu le résultat de ça, mais il faut prendre en considération que c'est un modèle qui est imparfait, qui est perfectible. C'est un modèle qui est intéressant, mais on doit quand même comprendre les limites de ce modèle-là. Et des limites, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation entre la réussite aux questions et l'opération intellectuelle. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce que j'ai réussi cette question-là de déterminer un changement que je suis vraiment le maître de l'univers des questions de déterminer un changement. Euh, tout ça est relatif, ça peut dépendre du contenu, ça peut dépendre de la période, ça peut dépendre du choix du document, puis du niveau de difficulté du document. Donc, c'est dur de prédire tout ça, sauf peut-être pour l'opération établir des liens de causalité. Donc, c'est une opération qu'on gagne à modéliser en classe, puis on gagne à insister sur cette opération-là, qui vaut quand même 3 points. C'est pas rien. C'était un peu la nuance qu'on devait faire. La question des élèves et de leur rapport au dossier documentaire est aussi intéressante. Comment ils se servent des documents qu'on leur soumet. L'habileté, hein, c'est une habileté qu'on développe, puis plus on la développe, plus ça peut influencer votre réussite, la réussite des élèves. Donc, les élèves qui réussissent bien, euh, sont capables d'aller chercher ces informations-là. Euh, des chercheurs comme Duquette, Lauzon puis Saint-Gelais qui nous disent qu'il y a des élèves qui peinent en fait à faire le lien entre les questions puis le dossier si le lien n'est pas explicite. Donc, ils ont du mal à aller chercher ou à inférer en fait cette idée-là que peut-être qu'il y a un concept dans ce document-là qui va m'être nécessaire à telle ou telle question. C'est difficile quand c'est pas explicite. À l'opposé, des ministères, dans le fond, à chaque année, fait des ateliers dans les congrès où ils vous présentent des statistiques, comment ça a été. Et l'année passée, donc en 2024, à l'automne, les 4 questions qui ont obtenu le plus haut taux de bonnes réponses, ben, sur ces 4 questions-là, il y en avait 2 dont les réponses étaient des numéros de documents. Vous voyez que quand le document est explicite, quand il est dans la réponse, ça va favoriser la réussite. Mais s'il n'est pas mobilisé, on revient un petit peu dans les difficultés des élèves. On se rappelle aussi que l'image, hein, il y a une problématique par rapport à ça. Les élèves, s'ils ont le choix entre l'image et le document textuel, se réfèrent davantage au document textuel parce qu'il est plus parlant pour eux, sécurisant. Les images sont vues un petit peu comme de l'esthétisme. Ça, c'est Martel qui avait fait ce constat-là. Puis, toujours Martel, Virginie Martel à l'UQAR, qui avait fait le constat que les élèves font essentiellement du repérage de mots quand on leur soumet un dossier documentaire. Donc, ils sont en train de scanner
des mots, puis ils cherchent, un peu comme s'ils répondaient à des questions dans un cahier. C'est un peu le même principe. Donc, ils réemploient des stratégies. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à une épreuve? Ça peut être l'épreuve de fin d'année, ça peut être l'épreuve unique. Catherine Duquette qui a fait une espèce de travail de synthèse, donc les savoirs essentiels à mobiliser pour favoriser la réussite de nos élèves. Donc, l'un de ces savoirs-là, c'est les savoirs conceptuels. Donc, il y a énormément de concepts en univers social. C'est un enchevêtrement, c'est une construction assez complexe. Il y a beaucoup d'abstractions. C'est important peut-être de repenser au temps que l'on met sur certains concepts. Est-ce qu'on voit les liens entre les concepts d'une année à une autre? Est-ce qu'on a pensé cette progression-là? Il y a tous les savoirs déclaratifs qui sont reliés à ces concepts-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui travaillent avec des schémas de concepts. Il y a des repères culturels. Il y a comme une espèce de champ lexical qu'on développe quand on travaille un concept. Donc ça, je le rentrerai dans les savoirs conceptuels. Vous avez en deuxième, les savoir-faire. Ça, c'est une très grande famille qui inclut, entre autres, tout le travail euh, avec les sources, donc avec le dossier documentaire. Ça, c'est un savoir-faire qu'on doit développer. Combien de temps on passe? Est-ce qu'on fait du thinking out loud, puis on part un petit peu, on met les speakers sur ce qu'on pense quand on travaille avec un document devant les élèves, puis on essaie d'expliciter un peu notre mode de pensée. C'est des stratégies qui sont intéressantes. Donc, tout le travail avec les OI, puis les concepts de la pensée historique. Tantôt, je le disais, le ministère s'est beaucoup inspiré de la pensée historique pour les OI, puis même chose un peu pour les compétences. Par exemple, là, les questions de cause et de conséquences sont à la fois des OI, mais également des questions d'interprétation en compétence 2. Voyez un petit peu la similarité entre les exigences ou ce savoir-faire-là. Il y a beaucoup il y a des liens de parenté qu'on peut noter. Les savoirs narratifs, c'est un élément sur lequel j'apporte votre attention. En fait, c'est un angle mort, à mon avis. Les élèves, est-ce qu'ils ont la capacité intérieurement de se raconter tout ça, de se raconter les 5 derniers cours? Il y a peut-être 4-5 élèves qui le font quand vous posez la question au début du cours, mais est-ce que tout le monde serait capable de se raconter un peu la succession d'événements, la succession logique, les liens que l'on met de l'avant, mais est-ce que les élèves s'en rappellent? Donc ça, c'est un pan important parce que si je ne comprends pas le narratif, le fil d'Ariane entre toute cette ribambelle d'événements-là, la structure du cours, ben peut-être que je vais avoir de la misère à répondre à des questions d'OI, puis de causes-conséquences, des questions de compétences, parce qu'il me manque une structure, il me manque ce narratif-là. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Et les savoirs épistémologiques, ben, c'est la conception qu'ont les élèves de l'histoire. Est-ce que ça me prend, par exemple, des capacités de mémorisation incroyables pour passer une épreuve ou je peux vraiment m'appuyer sur un travail méthodologique où je vais lire des documents, puis par ma lecture, mon travail, mes connaissances, je vais arriver à quelque chose. Ça pourrait être ce genre de dilemme-là. Donc, sachant tout ça, si on essaie de mettre ces savoirs-là en œuvre, puis de proposer une progression, je me suis inspiré des travaux de Duquette justement pour faire une espèce de petite progression de travail documentaire. Le but, en fait, c'est d'isoler certaines variables, puis d'y aller sur le long terme. Donc, si on a à tout faire ça dans une année, parce que c'est quand même ça le cas, on doit passer de la contextualisation à la mise en relation. Euh, pour l'épreuve unique. Donc, ma pyramide, elle a 2 niveaux. Au premier niveau, c'est la contextualisation. J'ai un document devant moi. Je vais relever les éléments essentiels, donc que ce soit par une phrase d'histoire, un 3QO avec les aspects de société qu'on appelle un OK, ou puis auquel on pourrait rajouter aussi le concept, un concept particulier, parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est un savoir important, les savoirs conceptuels, puis peut-être juste des fois de dire aux élèves, voici 5 documents, peux-tu me nommer le concept associé au document? C'est déjà, je pense, un bel apprentissage à travailler qui nous prépare à une situation qui va survenir à l'évaluation, à l'épreuve unique, peu importe à ce moment-là, mais on veut développer cette faculté-là. Et ensuite, ben, il faut faire une espèce de mise en récit du document. Est-ce que c'est un peu le comment ou le pourquoi du TROCUPOC? Est-ce que je suis capable d'expliquer un peu ce qui entoure toute l'existence de ce qui est relaté là, dans ce document-là?
Au deuxième palier, ben, vous avez la mise en relation. Donc, on devra jouer avec plusieurs, de dire aussi que la contextualisation là, nous a amené à mettre en récit, mais la mise en récit, on va le faire quand on va répondre à une question. C'est un peu ça aussi. Les questions, souvent, il y a un document, puis on va aller le chercher, puis on doit quand même broder un récit autour de tout ça. Donc, ça, c'était le premier niveau. Si je monte au deuxième, à la mise en relation, là, il y aura plusieurs documents qui sont devant moi. Ça peut être des questions pour une compétence 1, une compétence 2, une causalité, par exemple. Donc, il y a plusieurs documents. Je dois les scanner, les analyser en simultané. Donc, c'est un peu le retour à la même démarche. Je vais relever les éléments essentiels. Je vais faire appel à des stratégies. Et là, si je suis en C1, par exemple, je vais devoir faire des hypothèses, émettre des hypothèses. Je pense que ces documents-là vont ensemble. Celui-là, ça serait peut-être un leurre. Je dois discriminer. Et à la fin, je dois faire une mise en récit des documents pour arriver à une réponse. Donc, je dois interpréter, je dois caractériser, je dois dégager des similitudes. Donc, ce genre de trucs-là. Donc ça, c'est la mise en récit. Donc ça, c'est une proposition du travail documentaire qui pourrait être fait, afin de peut-être d'aider les élèves à les amener à la réussite, sachant maintenant que les OI, c'est un modèle imparfait, que le travail documentaire, c'est un travail qui est payant. Si on est capable de lire puis d'aller tirer le maximum du dossier documentaire qui est placé devant nous. Alors j'espère que vous avez apprécié cette capsule un peu plus longue, puis je vous souhaite une belle fin de journée.